Nous sommes en 2050. Après une croissance démographique sans précédent, près de 10 milliards d'humains peuplent aujourd'hui la Terre, soit 10 fois plus qu'en 1800. Pourtant, le réchauffement climatique et les autres aspects de la crise écologique mettent à mal l'agriculture mondiale. De graves sécheresses et des inondations, un appauvrissement des sols, la chute des populations d'insectes pollinisateurs et d'autres perturbations nuisent au rendement agricole. Que se passerait-il dans ce cas ? Comment nourrir 10 milliards d'humains en contexte de crise écologique ? C'est ce dont on va parler avec le démographe Jacques Véron. Bonjour Jacques Véron. Bonjour. Vous êtes démographe, directeur émérite de recherche à l'Institut national d'études démographiques. Aujourd'hui, on va se demander avec vous ce qu'il se passerait si la population mondiale atteignait les environ 10 milliards d'individus en 2050 et 10 milliards en 2100. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez déjà nous faire un rapide résumé de l'évolution démographique de la population humaine durant les derniers siècles, les derniers millénaires ? Alors, la population, quand on regarde l'histoire de la population, on était à peu près à la naissance de Jésus-Christ à 250 millions. Ouais. Et l'évolution par la suite a été assez lente, puisqu'on arrive à 1 milliard autour de 1800. Alors évidemment, cette dynamique, il y a eu une accélération de la croissance démographique mondiale depuis cette époque, particulièrement dans l'après-guerre, une accélération encore plus forte dans l'après-guerre, liée en fait essentiellement à la baisse de la mortalité. Puisqu'en fait, on était dans un régime qu'on pouvait considérer comme permanent, où la natalité et la mortalité s'équilibraient plus ou moins. Il y avait un peu plus de naissances que de décès, mais la croissance était très lente. À partir disons, dans le XXe siècle, il y a eu des grands progrès à l'égard en termes d'hygiène et de lutte contre la mortalité. Et dans les pays en développement, il y a eu des campagnes de vaccination qui ont fait baisser très brutalement la mortalité. Or, la natalité n'a pas répondu ou n'a pas réagi immédiatement à cette évolution de la mortalité, si bien que tout d'un coup, le taux de croissance, qui est la différence entre taux de natalité et taux de mortalité, s'est mis à augmenter très rapidement, allant jusqu'à dépasser 3% en Afrique. 3%, ça veut dire qu'on double, une population double en un peu plus de 25 ans, quelque chose comme ça. Alors que se passerait-il si la population atteignait les près de 10 milliards d'individus en 2050 ? Est-ce que tout d'abord, ça vous semble soutenable, notamment en termes de production agricole, de production alimentaire ? Alors peut-être avant de répondre directement à votre question, on pourrait dire, est-ce que c'est vraisemblable, le 10 milliards ? Aujourd'hui, les Nations Unies qui font des projections démographiques, c'est-à-dire qui prolongent des tendances actuelles, aboutissent dans le scénario moyen à un peu plus de 10 milliards d'habitants à l'horizon 2100. Donc ça, c'est une projection de référence. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer, mais en tout cas, ça permet de caler un peu les discussions. Alors peut-être qu'il n'est pas intéressant de revenir un petit peu sur le mécanisme, comment on fabrique ces projections démographiques, parce qu'au fond, on parlait de prévisions, mais c'est nullement des prévisions, c'est ce qu'on appelle des projections, c'est-à-dire on dit qu'est-ce qui se passe, combien on sera en 2100, si la fécondité évolue de telle manière, si la mortalité évolue de telle manière. Et c'est la combinaison des deux qui va faire qu'on arrivera à un certain effectif. Donc les 10 milliards, on peut considérer que c'est ce qui est le plus vraisemblable, sachant que les 8 milliards de l'année dernière ou les 6 milliards des années 2000 avaient été envisagés une cinquantaine d'années auparavant. Donc on a ce qu'on appelle une inertie dans les phénomènes démographiques, c'est-à-dire que tout ne change pas du jour au lendemain. Et ça, c'est lié à la structure de la population. Une structure de la population emmagasine des évolutions, et si la fécondité évolue du jour au lendemain ainsi que la mortalité, on aura quand même un élan qui est pris par la population. Et par rapport à ce qu'on peut dire quelquefois, on dit, et on verra sur la question bien sûr, la population c'est le problème démographique principal.
Alors avant de répondre à cette question, il faut se dire, bah oui, mais c'est comme ça. Il y a des évolutions, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met en place des politiques de population? Mais c'est pas si simple, et c'est même en général pas très efficace. Donc il y a une première question qui est de faire le diagnostic, de dire est-ce que c'est problématique d'avoir 10 milliards? Et puis si c'est problématique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et ça rejoint ma question initiale de la soutenabilité. Ce que vous nous avez expliqué là sur la méthode avec laquelle on arrive à ce chiffre, c'est que certains, dans les débats, les discussions autour de la démographie, considèrent que ce scénario, au vu des crises environnementales actuelles, de la stagnation des rendements agricoles, etc., du réchauffement climatique dans certaines régions, de multiples facteurs de crise comme ça, certains considèrent que l'humanité ne pourrait pas atteindre 10 milliards d'individus. C'est pour ça que je vous pose la question de la soutenabilité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que c'est soutenable. Je pense que ce serait bien que ça se stabilise à ce niveau-là. Évidemment, la question n'est pas de dire, et ça reviendra sur votre question de quel est le poids de la population dans les problèmes, on ne peut pas nier le fait que la pression démographique est augmentée à l'échelle de la planète et que c'est un certain nombre de conséquences. Donc le fait qu'il y ait une stabilisation de la population mondiale, moi je pense que c'est souhaitable. Maintenant qu'on y arrive, alors c'est pas tellement les effets de crise actuellement, alors les choses peuvent changer, mais qui font que la population qu'on freine la population, c'est plutôt le comportement dans les pays développés de la sous-fécondité, enfin de la fécondité très basse dans les pays développés. Dans les pays en développement, les gens n'ont pas moins d'enfants parce qu'ils vivent mal. Ils auront autant d'enfants. Bon, il y aura peut-être une mortalité infantile qui va augmenter, mais ce n'est pas un effet. Et les crises aujourd'hui sont des crises plus de conditions de vie, de malnutrition que de mortalité directe. Ouais. Il y a des famines, mais c'est sûr qu'il y a des situations dramatiques. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un effet démographique, enfin, ce n'est pas un effet mortalité qui va être l'effet majeur, ça va être un effet dégradation des conditions de vie. D'accord, ok. On va poursuivre là sur ce sujet-là en parlant de comment nourrir une population de 10 milliards d'humains sur Terre en contexte justement de réchauffement climatique, etc. Peut-être je vais juste vous lire deux citations que j'ai trouvées donc, sur le site de l'ONU. En cas de température plus élevée, des baisses de rendement des cultures sont probables et les océans ont absorbé plus de 90% de l'excès de chaleur dû au système climatique, ce qui les rend plus acides et moins productifs. Cette situation, associée à des pratiques telles que la surpêche, met en péril les ressources marines qui nourrissent 3,2 milliards de personnes. Et du coup, moi quand je lis ça, et qu'en parallèle je vois que des continents très peuplés comme l'Asie du Sud-Est, etc., connaissent notamment des vagues de chaleur actuellement, etc., notamment en Inde, des sécheresses. Naïvement, je me demande comment ça va être possible avec une aggravation justement de ce changement climatique, etc. Comment vous voyez les choses à ce niveau-là du coup? Alors, sur la question des menaces, des problèmes, disons, je souscris assez largement à ce qui a été dit. Maintenant, je pense qu'il faut essayer de sortir d'une vision catastrophiste du monde, parce que, ben oui, si ici on en est ça, on s'arrête, et puis je pense qu'en plus c'est un très mauvais message par rapport à la jeunesse. Moi, ma position, c'est plutôt de dire, il y a des problèmes, on peut en parler, sans forcément s'écharper et se dire qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les moyens de s'ajuster, de s'adapter à ces évolutions. Je pense qu'il y a des moyens. Alors pour revenir à la question de l'alimentation, je pense que potentiellement on peut nourrir 10 milliards d'habitants, mais le problème majeur, c'est qu'on peut assurer la sécurité alimentaire de la planète s'il y avait une égale répartition des ressources sur la Terre, mais c'est loin d'être le cas. Donc il y a des inégalités économiques majeures qui font que des gens ne peuvent pas avoir accès à la nourriture parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et puis vous avez des États, Singapour ne produit rien, mais a les moyens de s'acheter de la nourriture partout ailleurs. Donc la question de la répartition est une question essentielle.
Et puis vous avez parlé des guerres, enfin de la relation de population, tout ce qu'on pouvait mettre sur le compte de la population. Ouais. On voit bien avec la guerre de l'Ukraine, la vulnérabilité des systèmes alimentaires à des situations de crise et dans des guerres. C'est pas forcément parce qu'on ne pouvait pas produire suffisamment. Alors toute la difficulté sur ces questions, c'est de ne pas être excessif, si vous voulez. C'est d'essayer de ne pas nier les problèmes et de ne pas tomber dans le catastrophisme, sans chercher à être rassurant à tout prix pour autant. Et c'est un peu le défi. Ouais. Donc sur la question de l'alimentation, je pense qu'on peut. En plus, il y a des adaptations en Afrique. Il y a des expériences pilotes d'agroécologie pour essayer de faire face au réchauffement en utilisant des plantes qui interagissent. Donc, je crois qu'il y a une capacité humaine à résister, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des changements et qu'il n'y a pas des défis majeurs pour autant. Mais il y a des pays qui vont connaître une très forte encore hausse démographique, mais qui l'ont déjà connue, et qui ne produisent qu'une infime quantité de la nourriture consommée par leur population. Je pense notamment au cas de l'Égypte. Quelles sont les adaptations possibles globalement en termes d'agriculture? Quelles sont les marges de manœuvre pour pouvoir nourrir convenablement 10 milliards d'individus sur Terre? Ça, c'est une grande question parce que dans les années 60, pour faire face à la croissance de la population, il y a eu des révolutions vertes qui se fondaient sur les engrais, sur l'irrigation et sur les pesticides. C'était les trois aspects majeurs. Et donc ça a permis et puis des nouvelles espèces, des espèces hybrides de plantes, de maïs par exemple. Et donc tout ça a permis de faire face à la croissance de la population du moment. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que finalement, ça avait un coût environnemental important, cette révolution verte. Donc par rapport à l'optimisme des années 60, on disait oui, il n'y a pas de problème puisqu'on va accroître les productions par un savoir scientifique et technique. Aujourd'hui, on voit que c'est moins simple. Le problème de l'eau, par exemple, il y a une raréfaction de l'eau, donc les irrigations, comme ça se fait un peu partout, c'est pas une solution forcément absolue. Il y a même des situations assez paradoxales. Moi, je me suis intéressé dans un État indien au Pendjab, par exemple, qui était un État connu pour les plantations pour le blé. Et les agriculteurs se sont tournés vers le riz, qui était plus intéressant d'un point de vue financier. Donc, pour cultiver le riz, il fallait de l'eau. Ce n'est pas des régions où il y avait de l'eau forcément en grande quantité naturellement. Donc, ils ont installé des pompes et pompent de l'eau. Et comme la nappe phréatique diminue, ils pompent de plus en plus d'eau pour produire du riz, qu'eux-mêmes ne consommaient pas auparavant, mais ils s'y sont mis. Donc on voit aussi des situations par rapport à l'alimentation qui sont, anti-économiques d'une certaine façon. Et ça aussi, c'est un enjeu. Donc quand on raisonne sur qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut nourrir les gens, etc., on est obligé de dire, mais on les nourrit sur quelle base ? Bon, c'est connu que le fait d'entretenir de l'élevage, ça consomme plus d'espace que si on mange des légumes. Donc là, il y a peut-être des changements à prévoir. Et de toute façon, l'évolution de la société aussi, au moins dans les pays développés, va vers ce côté-là. Mais oui. Juste pour rebondir là-dessus, là, ce qu'on voit, en tout cas dans certains pays, peut-être que je me trompe, je n'ai pas une vision globale comme vous pouvez l'avoir, mais par exemple, quand le niveau de vie augmente, notamment c'est ce qui s'est passé en Chine, la consommation se calque sur les pays occidentaux, qui sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, notamment via la consommation de viande. Les Chinois se sont mis à manger beaucoup de viande, etc. Est-ce que dans un contexte de croissance démographique, etc., il n'y a pas un peu ce discours de vous pouvez croître démographiquement, mais pas trop vous développer? Est-ce que... Alors ça, vous avez raison, c'est un des enjeux majeurs. Là, ce dont vous parlez, c'est pas mal lié à l'urbanisation. Quand les gens quittent le monde rural pour aller en ville, ils changent de comportement de consommation. La consommation change, ils s'alignent sur ce qui existe en ville et puis sur les modèles
internationaux. Et donc ça renvoie à la question du développement. Et ça, c'est vraiment pour moi le cœur du problème. C'est que si on veut que la population se stabilise, il faut que dans les pays en développement, les gens améliorent leurs conditions de vie. Et donc, c'est-à-dire se développent. Et qu'ils améliorent ces conditions de vie pour naturellement vouloir réguler la taille de leur famille, mais que ce développement ne soit pas uniquement de la consommation pure et simple. Donc c'est effectivement de l'éducation, et on a beaucoup dit c'est le rôle de l'éducation, mais l'éducation c'est un mot un peu fourre-tout. Maintenant c'est quoi l'éducation ? C'est être conscient des enjeux planétaires, c'est avoir un comportement un peu responsable, c'est des questions comme ça. Donc c'est la santé, parce que la santé, particulièrement la santé des femmes, parce qu'au fond, ce qui se passe dans un certain nombre de pays en développement, c'est que le fait d'avoir des enfants ne résulte pas d'un choix. C'est-à-dire que dans les pays développés, les gens se disent est-ce que je veux un enfant, est-ce que j'en veux pas, quand, etc. Est-ce que maintenant j'en veux un maintenant. Dans les pays en développement, je parle dans les pays, les parties les plus pauvres des pays en développement, les gens ils ont des enfants, ils se disent pas est-ce que c'est mieux d'avoir 2 ou 3 ou 5, ils ont les enfants qu'ils ont. Et donc pour arriver à se poser une question par rapport à la taille de la famille, il faut déjà être dans un contexte un peu différent. Alors souvent, c'est associé à l'urbanisation, parce que le simple fait de se loger qui devient problématique, on se dit, c'est pas la peine d'en avoir 8, ce sera peut-être mieux d'en avoir 2. Donc il y a des éléments, donc d'un certain côté, l'urbanisation par exemple est favorable au développement, via la baisse de la fécondité, mais en même temps, c'est défavorable dans la mesure où on va modifier les comportements de consommation et on risque de devenir surconsommateur par rapport à ce qu'on était quand on vivait dans le monde rural. Donc tout ça pour dire que les questions sont très complexes et qu'on ne peut pas répondre comme ça, enfin on ne peut pas défendre une solution simple. Et c'est pour ça, moi je revendique beaucoup la prise en compte de la complexité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire et qu'il ne se passe rien, ça veut dire qu'on reconnaît tous les liens entre les choses. Quelles sont les adaptations, les enjeux dans les prochaines décennies liés à la démographie, à la préservation de l'environnement, etc. Par exemple, là tout à l'heure on parlait de l'agriculture. Pour la plupart des cultures, des grandes cultures en tout cas, il me semble que les rendements stagnent depuis plusieurs décennies. Comment on devrait modifier les habitudes alimentaires peut-être ? Ou alors est-ce qu'il faudrait accaparer plus de terres pour l'agriculture ? Par quoi pourrait passer en tout cas D'abord, il y a beaucoup de gaspillage. Ouais. Il y a des gaspillages, disons, de réserves. En Inde, par exemple, il y a des réserves alimentaires. Il y a des zones dédiées à des réserves, en fait, où on voit de blé, par exemple, où on voit qu'il y a l'humidité, c'est mal conservé, il y a des rats qui viennent, etc. Donc c'est un peu fictif. Et puis il y a la question de la distribution. En fait, je pense qu'il y a des types de cultures. Si vous voulez, on fait des grandes cultures de maïs pour élever des animaux. Ces terrains pourraient être utilisés à des cultures vivrières. Donc il y a toute la question derrière des échanges internationaux. On parle du soja en Amazonie. Donc il y a les demandes. On est dans il y a deux questions qui me paraissent très importantes. C'est on est dans un monde global. Bon, c'est pas une originalité de le dire, mais ça veut dire que ce qui se passe, par exemple ici, va avoir des incidences sur des pays, soit sur le café, sur tel ou tel produit. Il y a un mouvement et tout d'un coup il y a une pression folle, peut-être les avocats, etc. Et donc, il n'y a pas un équilibre, il n'y a pas quelqu'un qui veille à l'équilibre global. Et donc, ça, c'est une question très importante. Et puis, le deuxième point, effectivement, c'est la question de la répartition et de la solvabilité des demandes. Parce que ce sont les pays les plus riches qui ont des demandes solvables, donc ils peuvent demander des produits qui ne sont pas vraiment essentiels, des produits de base. Et ça se fait au détriment des cultures vivrières. Et donc ce marché,
cet exemple de marchés internationaux qui sont quand même pilotés par quelques grands acteurs, dont les intérêts sont quand même largement financiers, ça vient interférer. Et puis un deuxième aspect qui me semble très important, moi je compte bien comparer la mondialisation à une boîte noire. En fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et on n'est pas au courant. Alors de temps en temps, on dénonce quelque chose, on nous dit oui, il y a ça qui se passe et c'est pas bien. Il y a des gens qui travaillent dans des conditions très difficiles au Bangladesh pour produire des t-shirts, c'est pas bien. Et là tout d'un coup, il y a quelque chose qui va se faire parce qu'il y a une sensibilisation. Mais dans tous les échanges mondiaux et notamment les transports, la circulation, on a toujours vu des exemples de la nourriture qui passe déjà simplement à l'échelle européenne, qui passe d'un pays à l'autre pour être transformée, donc avec des coûts de transport très élevés, dont l'impact environnemental est important, et puis une non-identification des circuits des circuits de commercialisation. Alors bien sûr, il y a maintenant les mouvements sur la proximité. Donc il y a aussi des réactions. La question, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même largement limité aux pays développés. C'est un luxe dans les pays développés. Il faudrait que ça soit généralisable à l'ensemble du monde. Et pour moi, ça, c'est un vrai enjeu, si vous voulez, de faire qu'il y ait une alimentation de base pour les populations et puis après pour le reste. Donc je ne pense pas que ce soit tellement l'extension des terrains. Pour moi, c'est plus l'adéquation entre les productions qui sont favorisées et les besoins de base de la population. On parlait beaucoup de besoins de base autrefois. C'est des termes qu'on n'utilise plus. Mais pourtant, il y a bien une question là. Et en gros, ce que vous dites, c'est que la planète Terre, tout à fait capable, entre guillemets, de nourrir 10 milliards d'individus, ça dépend juste de ce qu'on produit, pour qui et comment, c'est ça ? Oui, c'est ce que je pense. Ouais, après, je ne suis pas agronome, je ne peux pas vous certifier que tout est possible. Mais les études qui ont été faites, il y avait des scénarios qui avaient été étudiés par un groupe autour de l'INRAE, et montré qu'on pouvait augmenter les rendements avec des engrais, etc. Bon, ça c'est évident. Mais on pouvait aussi augmenter les rendements en respectant l'environnement et que c'était possible d'arriver à nourrir. C'était 9 milliards à l'époque qu'ils avaient étudié, mais disons que pour 10 milliards, je pense que ça ne change pas radicalement les choses. Okay. Simplement, il faut qu'il y ait une prise de conscience, mais aussi il faut qu'il y ait un minimum d'accord sur des priorités en termes d'alimentation et d'affectation des terres. Merci d'avoir suivi cet épisode. Cette vidéo est la première d'une série consacrée à la démographie. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à l'histoire de cette croissance démographique. Puis nous parlerons des migrations climatiques futures. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous!